Bienvenue dans Inside News Review, l'émission qui vous ouvre les portes de l'actualité complexe de notre pays. Aujourd'hui, nous entrons dans un territoire rarement exploré, la pensée stratégique de Paul Kagame, président du Rwanda. Le 27 novembre 2025, le dirigeant rwandais s'est exprimé lors d'une conférence de presse marathon de plus de 2 heures face à la presse nationale et internationale. Cette intervention, la première depuis plusieurs mois, intervient dans un contexte d'une gravité exceptionnelle pour la République démocratique du Congo. Les faits sont brutaux. Depuis janvier 2025, l'offensive du M23, soutenue par les forces rwandaises, a provoqué la chute de Goma et de Bukavu, capitale provinciale du Nord Kivu et du Sud Kivu. Les Nations Unies documentent la présence de 3500 à 6000 soldats rwandais sur le territoire congolais. L'accord de Washington, signé le 27 juin 2025 par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, prévoyait un retrait des forces rwandaises sous 90 jours. 5 mois plus tard, aucune troupe n'a quitté le sol congolais. Cette émission ne cherche pas à jeter la pierre. Elle n'a pas vocation à alimenter la haine ou la propagande. Notre mission aujourd'hui consiste à porter à votre connaissance, public congolais, la pensée actuelle du président Kagame sur la crise qui déchire l'Est de notre pays. Comprendre l'adversaire ne signifie pas l'approuver. Comprendre ses arguments permet d'anticiper ses actions et de construire une réponse nationale cohérente. Les extraits que vous allez entendre proviennent d'une transcription intégrale en anglais, traduite par nos soins sans altération ni censure. Nous avons simplement retiré les questions ne concernant pas la République démocratique du Congo. Chaque citation sera analysée, chaque affirmation sera vérifiée par nos recherches factuelles. Les images ne seront pas synchronisées avec les voix off. Elles seront présentes uniquement afin d'agrémenter la vidéo dans son intégralité. Nous vous inviterons à vous focaliser uniquement aux voix que vous entendrez. Après l'écoute de chaque extrait traduit, je reviendrai vers vous pour une analyse approfondie. Ce voyage dans la rhétorique de Paul Kagame révélera les lignes de fracture diplomatique, les contradictions factuelles et les enjeux géopolitiques qui se cachent derrière chaque mot prononcé. Installez-vous confortablement. Ce que vous allez découvrir pourrait peut-être changer votre compréhension de ce conflit qui n'en finit pas. Le gouvernement de la RDC a rejeté ou refusé de mettre en œuvre les engagements de Washington du 27 juin, et nous avons récemment entendu dire que vous pourriez rencontrer le président congolais aux États-Unis. Si c'est vrai, à quoi devons-nous nous attendre concernant la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et le Rwanda en particulier ? Eh bien, je suis sûr que vous êtes familier avec ces histoires où les gens disent une chose et font quelque chose de complètement différent. Et parfois, cela devient même une habitude pour certaines personnes de ne tout simplement pas faire ce qu'elles se sont engagées à faire. Et c'est la caractéristique de la situation que vous avez avec la RDC. La bonne chose, c'est que c'est toujours au grand jour. C'est public. Je n'ai pas besoin d'expliquer grand-chose. S'il le faisait discrètement, les gens seraient confus et commenceraient à dire que d'autres sont peut-être responsables de ce qu'ils voient. Mais heureusement, ils sortent et le disent. Ils conviennent d'une chose à Washington ou même ailleurs, et cela est rendu public. Puis, le lendemain ou la semaine suivante, quelqu'un dit « Non, 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 nous n'allons pas faire ceci et cela tant que telle autre chose n'est pas faite. » Vous avez définitivement un problème pour expliquer pourquoi vous accepteriez une chose dans la salle de réunion et ensuite, une fois dehors face aux médias, vous dites une chose complètement différente ou reniez ce que vous aviez dit. C'est une partie du problème, mais d'une manière ou d'une autre, nous avons avancé en boitant tout au long du chemin. Je pense que le fait qu'il y ait même une possibilité de se rencontrer à Washington, de discuter, de s'entendre ou de signer quoi que ce soit, est un bon effort. La responsabilité nous incombe principalement au peuple, aux dirigeants, au Rwanda et aux autres dans la région.
La réalité est que le nœud du problème se trouve à un seul endroit. Ces problèmes se passent au Congo, mais il semble que les dirigeants ne s'en soucient pas, ne savent pas ou ont refusé de prendre leurs responsabilités. Ils continuent juste à rêvasser et à parler de toutes sortes de choses. Et partout où ils vont, la seule chose qu'ils savent faire est de demander des sanctions pour le Rwanda. Mais si vous sanctionnez le Rwanda, comment cela résout-il votre problème? Comment cela résout-il votre mauvaise gestion de vos propres affaires? Comment cela donne-t-il des droits de citoyenneté aux personnes qui se plaignent depuis des décennies et ont dû prendre les armes pour vous combattre? Comment cela résout-il le problème de devoir importer des mercenaires pour venir se battre à votre place? On parle d'une crise humanitaire incroyable, des millions de déplacés dans l'est du Congo. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire avec Goma que personne ne comprend? Je crois qu'après 25 ans, avoir la MONUSCO là-bas, qui faisait aussi partie des forces qui tiraient sur le Rwanda au début de cette année, combien de temps une telle force peut-elle encore rester? Eh bien, Goma est près d'un volcan qui entre parfois en éruption, alors peut-être que c'est ça le fait réel concernant Goma. Le reste, ce ne sont que des histoires. Vous avez posé une question sur l'Europe et vous dites que les histoires sur le gouvernement proviennent d'Europe, mais qu'est-ce qui ne provient pas d'Europe concernant cette crise? Parler de crise humanitaire, oui, il y a de la souffrance, cela ne fait aucun doute, mais en réalité, il semble qu'il y avait plus de souffrance avant la crise actuelle. Je pense que la souffrance est toujours là. Mais parler autant de crise humanitaire, c'est trouver un point d'entrée facile dans cette crise, pour ensuite la façonner comme certaines personnes le souhaitent. On ne peut pas parler juste de crise ou de crise humanitaire sans souligner la cause profonde de cela. Et les gens ont toujours évité d'aborder les sujets liés à la cause profonde, car au final, cela expose ces mêmes personnes. Cette crise était là en 2012. Elle est revenue 10 ans plus tard. Pourquoi les gens n'essaient-ils pas de comprendre ce que c'est? Comment pouvez-vous avoir un problème en 2012 et 10 ans plus tard avoir une répétition du même problème? Sur l'usage de l'aéroport de Goma, si c'était moi, laissez-moi vous raconter une histoire. Si j'étais celui qui contrôlait Goma et que vous veniez dire « je veux utiliser Goma », je dirais très bien, mais voici les conditions. Goma fait partie des problèmes auxquels je suis confronté avec le gouvernement et maintenant c'est entre mes mains. Je ne vous le donnerai pas tant que vous ne me montrerez pas, en parallèle, comment vous résolvez mes problèmes. Vous voulez Goma, vous voulez Kavumu ou Bukavu, ou vous voulez tout le Congo. Très bien, je n'ai aucun problème avec ça. Cela ne viendra qu'en résolvant mes problèmes. Je ne peux demander la paix à personne comme une faveur qu'il me ferait. Mais si vous ne me donnez pas mon droit, alors cela signifie un combat. Nous nous battrons sans aucun doute. Goma fait partie des problèmes que nous avons dans l'est du Congo. Et oui, l'aéroport de Goma devrait reprendre ses opérations. Mais qu'est-ce qui l'a empêché de le faire en premier lieu? Vous devez aborder cela. Sur les minerais, exactement. Ils ont pillé les minerais mieux que quiconque, pire que quiconque dans l'histoire, à ma connaissance. Alors, écouteriez vous-même ces histoires de minerais? Ils vendent des minerais où? À Anvers. Où est Anvers? Le Rwanda s'est impliqué dans la traçabilité et a passé chaque étape énorme attendue. Ce qui est drôle et contradictoire, c'est qu'à un moment donné, la RDC va en Europe et dit « non, 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 ne signez rien avec le Rwanda ». En fait, certains de ces FDLR ont fait de l'exploitation minière dans l'est du Congo. Où emmènent-ils leurs minerais? Peut-être que ce sont ces minerais qui finissent en Europe. Nous avons une question supplémentaire concernant Goma de la part de Roman de Jeune Afrique. La question dit « Le président Macron a déclaré en marge du G20 que le M23 et ceux qui contrôlent l'aéroport de Goma
n'ont pas fait les efforts nécessaires pour le rouvrir, affirmant que les conditions administratives ont été remplies par la RDC. Quelles mesures doivent être prises pour réaliser des progrès sur la question de l'aéroport ? Eh bien, je ne sais pas, premièrement, de quoi on parle quand on dit que le gouvernement de la RDC a rempli les besoins administratifs. Êtes-vous au courant que l'espace aérien dans l'est du Congo est en fait fermé ? Vous ne pouvez pas voler. Les avions ne survolent pas l'est du Congo parce que le gouvernement de la RDC a fermé l'espace aérien. Maintenant, vous voulez ouvrir un aéroport dans un espace aérien fermé et vous dites que quelqu'un a rempli les normes administratives. Je ne comprends pas ce que cela signifie. Deuxièmement, ce M23 et les autres qui les contrôlent. Pourrais-je faire l'équivalent en disant que peut-être Macron n'aimerait pas qu'on dise que le gouvernement de la RDC, les FARDC et les FDLR ont en fait un grand contrôle là-bas ? Le président Macron souhaiterait-il dire quelque chose sur les FDLR ? Je ne pense pas. Vous savez pourquoi il y a toute une histoire sur ceux qui contrôlent l'aéroport, mais que ces autres, venant d'Europe, sont toujours silencieux sur les FDLR. C'est pourquoi, quand il s'agit du Rwanda soutenant le M23, ils en parlent, mais quand il s'agit des FDLR, ils chuchotent vraiment. Ils ne veulent même pas que quiconque entende. Ces autres venant d'Europe ont fait partie de ce problème depuis l'origine de la tragédie d'il y a 31 ans que nous avons eue ici. Vous avez été associés à cela. Peut-être qu'avec le temps, si ces choses continuent de revenir, nous en dirons plus à ce sujet. Veuillez m'excuser, monsieur, je vais revenir sur la crise en RDC, qui continue de causer de l'instabilité, de l'insécurité et, bien sûr, la dévastation pour le peuple du Congo. Il me semble, monsieur, que le principal facteur qui perpétue la crise est la détermination de certains gouvernements occidentaux à détourner l'attention des causes profondes de la crise, pour chercher plutôt à faire du Rwanda une sorte de bouc émissaire pour tous les péchés liés à la RDC. Je suis conscient, monsieur, que le Rwanda n'a pas le pouvoir ou l'influence de ces nations, mais il est néanmoins une nation souveraine, membre des Nations Unies, de l'Union africaine et d'autres organismes similaires. Je me demande s'il existe des mécanismes au sein de ces organismes par lesquels le Rwanda pourrait déposer des motions pour demander des comptes à ses gouvernements, pas seulement pour donner un répit au Rwanda, mais surtout, et c'est le plus important, pour le bien du peuple congolais qui souffre le plus de ce cynisme profondément flagrant que ces gouvernements semblent considérer comme étant dans leur intérêt. Merci beaucoup. Avoir la force tend à faire croire aux gens qu'ils ont raison ou leur donne le droit. Non, ils ne se soucient pas de vous, et surtout quand il s'agit de nous, Africains, qui sommes même prêts à l'accepter. C'est comme si nous, Africains, nous étions joyeusement exploités. Nous avons tout de même un moyen de riposter. Riposter inclut de continuer à exposer la vérité sur tous ces mensonges et la souffrance qui nous est infligée. Nous parlions du Congo il y a un instant. Il n'y a rien entre le Rwanda et le Congo, et dans le conflit qui en découle, qui soit juste le Congo et le Rwanda. En dessous, il y a un volcan. Oui, avec lequel vous devez composer. Il y a ces facteurs et acteurs externes et ces forces qui opèrent. Monsieur le Président, nous prenons une autre question venant de William Wallace du Financial Times qui demande « Qu'est-ce qui cause les retards du sommet de Washington avec la RDC ? S'il a lieu le mois prochain, quelle confiance avez-vous en une paix durable ?» Ce qui cause le retard, je peux vous assurer que cela ne vient pas du Rwanda et n'a aucun rapport avec lui. Je tiens à confirmer que cela vient d'ailleurs. Nos délégations se sont réunies à Washington. Ils discutent, ils sont proches d'un accord ou parfois ils conviennent de quelque chose et puis juste en sortant de là, le lendemain, c'est public, ce n'est pas fait discrètement. Jusqu'à ce que vous entendiez quelqu'un dire « Nous n'allons rien signer à Washington tant que le Rwanda n'aura pas retiré ses forces de la RDC ».
mais ce sont des choses qui ont été discutées avant même que nous allions à Washington. Donc, pour nous, nous avons attendu ici. Je ne suis pas sûr que nous allions nous réunir à Washington. Je ne suis pas sûr que demain, quelqu'un ne dise pas non. Moi, je ne vais pas à Washington parce que soit j'ai rêvé la nuit dernière, soit un prêtre m'a dit, que ce soit les prêtres archaïques ou les nouveaux, que c'est une mauvaise idée ou un mauvais présage de faire ça. Et quelqu'un dit juste « je n'irai pas », alors que puis-je faire ? Journaliste vive pour le journal La Croix en France. Quelles sont vos pensées sur le très probable non-lieu concernant Agathe Abiyarimana en France et le lien ou l'influence que sa famille pourrait encore avoir avec les FDLR via Kinshasa? Merci. Ces derniers temps, mois, années, nous sommes au courant que l'un des fils d'Abiyarimana et certaines des personnes qui ont fui d'ici ont été actifs sur cet agenda des FDLR. Ils ont été recrutés, ils sont financés, ils ont formé différentes choses sous la tutelle du président de la RDC personnellement. Nous suivons, nous voyons les nombreuses visites qu'ils ont rendues au gouvernement de la RDC à Kinshasa. Ensuite, la famille Abiyarimana et les individus qui ont été actifs dans la tragédie, comme sa femme, leurs cas sont traités comme ces puissances européennes le décident. Au final, vous avez des gens qui disent « Vous savez, les FDLR, combien sont-ils » En réalité, ce n'est même pas se plaindre d'eux isolément. Ils sont renforcés, rendus efficaces par l'association qu'ils ont avec, par exemple, le gouvernement à Kinshasa ou certaines autorités en Europe qui permettent cela. Journaliste Théodore, Le Monde AFP. Bonjour Monsieur le Président, je suis un journaliste français basé au Rwanda pour Le Monde et l'AFP. Vous avez parlé de l'association entre FDLR et Kinshasa. Pourriez-vous nous partager plus d'informations sur cette association ? Avez-vous le moindre indice à ce sujet ? Mais aussi, pouvez-vous nous aider à évaluer la menace des FDLR dans l'est du Congo en termes de membres et de puissance de feu ? D'autant que le démantèlement du groupe FDLR semble être l'une des clés de l'accord de paix de Washington. Quand considérez-vous que ce groupe est démantelé ? Si vous opérez ici, peut-être devriez-vous trouver le temps. On vous donnera accès. Parlez à ces gens qui ont été capturés et amenés ici, parmi les dirigeants des FDLR. Parlez-leur directement, ils vous le diront. Mais encore une fois, cette question des chiffres, par exemple, il y a des forces du Burundi en grand nombre, plus de 10 000 hommes. Il y a des forces ougandaises. L'une des raisons pour lesquelles elles sont là légalement est liée à ces groupes ADF. Seriez-vous intéressé de savoir combien sont les ADF pour en faire un problème si important qui justifie une telle présence? Parce que je soupçonne qu'ils ne sont qu'une fraction, mais ils sont pris au sérieux à cause de l'étiquette terroriste. Donc les FDLR, pourquoi personne ne les prendrait au sérieux, sachant leur histoire, et pire encore, sachant qu'ils sont associés à un gouvernement? Quand quelqu'un me pose cette question, combien sont-ils? Je sais immédiatement qu'il est intéressé par l'étouffement du problème. D'ailleurs, ils ont aussi remis en question les chiffres de ceux qui ont été tués pendant le génocide. Donc, concernant la connexion entre les FDLR et le gouvernement de Kinshasa, mon ami, je suis sûr que vous savez. En tant que journaliste, je suis sûr que vous enquêtez. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je m'appelle James, je viens du New Times. Monsieur le Président, vous avez déjà dit que l'instabilité en Afrique est souvent le résultat de dirigeants qui échouent vis-à-vis de leur peuple et que cela crée des symptômes de problèmes de gouvernance plus profonds plutôt que des solutions. Monsieur le Président, avec les récents développements en Guinée-Bissau et dans d'autres endroits avant cela, comme Madagascar et d'autres régions à travers l'Afrique, que révèlent ces développements sur l'état de la gouvernance ? Que révèlent ces développements, comme les coups d'État que nous avons vus, sur la gouvernance, l'état de la gouvernance sur le continent?
Et que devraient faire différemment les institutions africaines, et particulièrement les dirigeants d'Afrique? Parce que, Monsieur le Président, il y a un sentiment croissant parmi les jeunes que peut-être vous avez des dirigeants qui protègent en quelque sorte un club de dirigeants à travers le continent qui se protègent mutuellement. Alors que devraient faire différemment les dirigeants d'Afrique et les institutions africaines, Monsieur le Président? Merci. Encore une fois, c'est un exemple drôle dans notre voisinage, ce Congo avec lequel nous luttons. Nous parlons de cet homme, Tshisekedi, qui soulève le monde entier et cause toutes sortes de problèmes. Quand a-t-il été élu? Non, sérieusement. Vous êtes ici pour me dire quand? La première fois? La deuxième fois? Non. Vous êtes silencieux. La première fois, le pouvoir lui a juste été remis par son ami. Quelqu'un d'autre aurait dû gagner. C'est de notoriété publique. Pour celle-ci, la dernière élection, il y a eu un écran de fumée autour de l'élection. Mais les élections n'ont pas eu lieu. En fait, vous risquez d'en avoir une troisième. Ça arrive. Mais quand vous voyez ces gens qui parlent de démocratie, ils sont les premiers à envoyer des messages. Merci beaucoup. Félicitations. Même quand ils sont au courant de ces informations, ils lui passent un coup de fil le soir. S'il te plaît, au fait, j'ai une entreprise qui cherche du cobalt. Es-tu au courant? Peux-tu leur donner? Il dit oui, bien sûr. C'est un marché pour du cobalt, un marché pour gagner les élections même si rien ne se passe, ou pour gagner même quand il a perdu. Sam Karen, SKFM. Merci, Votre Excellence. Je m'appelle Sam Karen, je travaille pour SKFM. Ma question porte sur le Rwanda et l'accord avec Arsenal via l'initiative Visit Rwanda. Après 8 ans de travail avec Arsenal via Visit Rwanda, ils ont récemment annoncé qu'ils ne renouvelleraient pas le contrat. Selon vous, quelle est la raison derrière la décision de ne pas renouveler et pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Je sais pourquoi, peut-être la politique à laquelle vous faites référence. Vous vous souvenez que la RDC est allée au Royaume-Uni et s'est plainte à plusieurs reprises de notre partenariat avec Arsenal, disant non, vous ne pouvez pas faire ça avec ce pays. Ils en ont fait un problème à maintes reprises. En fait, ils sont aussi allés voir le Paris Saint-Germain. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque cela a échoué, lorsque les efforts de la RDC ont échoué, ils ont commencé à chercher des clubs avec lesquels nouer un partenariat. Donc oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Si vous avez vu, je pense avoir vu un match hier ou l'autre jour avec Monaco, quelque part sur la Manche, ils ont le quelque chose Visit Congo. Oui, donc vous voyez, vous attaquez un partenariat et vous dites ceci et cela, mais quand vous échouez, vous allez chercher la même chose. Après avoir écouté le dirigeant rwandais, entrons dans le vif du sujet, l'analyse de ses réponses. Commençons par la première, sur les engagements de Washington et le processus de paix. Je cite Paul Kagame lors de cette conférence de presse. Vous avez définitivement un problème pour expliquer pourquoi vous accepteriez une chose dans la salle de réunion et ensuite, une fois dehors face aux médias, vous dites une chose complètement différente. Cette accusation constitue le pilier central de la stratégie rhétorique rwandaise. Kagame affirme que Kinshasa accepte des engagements lors des négociations, puis les renie publiquement. Vérifions cette affirmation à la lumière des faits documentés. L'accord de Washington a été signé le 27 juin 2025 au département d'État américain par la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, et son homologue rwandais, Olivier Nduhungirehe. Le document officiel publié par le département d'État américain établit des engagements réciproques précis. Premièrement, le Rwanda s'engage à mettre fin à ses mesures défensives sur le territoire congolais dans un délai de 90 jours. Deuxièmement, la RDC s'engage à neutraliser les forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Troisièmement, un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire doit être établi sous 30 jours. Le texte de l'accord stipule expressément le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo.
Il prévoit également un cessez-le-feu immédiat. Ces dispositions ne sont pas ambiguës. Elles ne laissent aucune place à l'interprétation créative. Les délégations techniques congolaises et rwandaises se sont effectivement réunies à Washington les semaines suivant la signature. Le 1er octobre 2025, le comité conjoint de surveillance a validé le concept d'opération pour la neutralisation des FDLR. La RDC a publiquement appelé ces groupes à se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO le 10 octobre 2025. Le général Ekenge Efomi Sylvain, porte-parole de l'armée congolaise, a diffusé cet appel dans un communiqué officiel. Où se situe donc le reniement dont parle Kagame ? Le gouvernement congolais n'a jamais remis en question la nécessité de neutraliser les FDLR. Il a contesté en revanche le fait que les forces rwandaises restent stationnées en territoire congolais malgré l'expiration du délai de 90 jours fixé par l'accord. Le 28 septembre 2025, aucun soldat rwandais n'avait quitté le Nord Kivu ou le Sud Kivu. Les observations des Nations Unies confirment la présence continue de troupes rwandaises à Goma, Bukavu et dans les territoires de Rutshuru et Masisi. La stratégie de Kagame consiste à inverser la responsabilité. Il accuse Kinshasa de bloquer le processus pour masquer sa propre violation des engagements de Washington. Cette technique rhétorique porte un nom en diplomatie, la projection. Accuser l'autre de ce que l'on fait soi-même pour créer la confusion et diluer les responsabilités. Kagame ajoute « Je ne suis pas sûr que nous allions nous rencontrer à Washington début décembre. Je ne suis pas sûr que demain, quelqu'un ne dise pas non. » Cette formulation révèle une stratégie de sabotage préventif. En se déclarant dubitatif sur la tenue du sommet présidentiel, Kagame prépare l'opinion publique à un échec dont il pourra ensuite rejeter la faute sur Kinshasa. La présidence congolaise avait effectivement indiqué qu'un sommet entre Tshisekedi et Kagame pourrait se tenir début décembre, possiblement le 4. Cette information provenait de sources diplomatiques congolaises citées par l'agence France Presse. Le fait que Kagame exprime publiquement ses doutes sur ce sommet révèle une volonté de ne pas s'y rendre sans pouvoir en assumer politiquement la responsabilité. Ce mécanisme apparaît clairement. Créer suffisamment d'incertitudes pour que l'absence d'avancée soit attribuée aux deux parties plutôt qu'au seul Rwanda. Cette ambiguïté calculée permet à Kigali de maintenir son occupation militaire du Nord Kivu et du Sud Kivu tout en continuant à négocier, donnant ainsi l'apparence d'une recherche de paix. Les archives diplomatiques montrent que ce schéma n'est pas nouveau. En 2012, lors de la première offensive du M23, le Rwanda avait également participé à de multiples processus de négociation, tout en continuant son soutien militaire à la rébellion. Le processus de Luanda, médié par l'Angola entre 2023 et 2025, a connu exactement le même destin. Un accord de cessez-le-feu, signé en août 2024, a été violé dès octobre 2024, lorsque le M23 a repris ses offensives. Cette première section révèle la mécanique fondamentale de la rhétorique rwandaise. Inverser les responsabilités pour maintenir une position d'occupation militaire, tout en participant au processus diplomatique. Mais cette stratégie repose sur une justification centrale que Kagame développe longuement dans sa conférence, la menace des FDLR. Examinons maintenant comment le président rwandais construit ce narratif et ce que les faits nous disent réellement sur cette milice. Analysons maintenant la seconde demande sur la crise humanitaire, Goma et les causes profondes. Je cite Paul Kagame. Ces FDLR, pourquoi personne ne les prendrait au sérieux, sachant leur histoire, et pire encore, sachant qu'ils sont associés à un gouvernement. Le président rwandais consacre une partie importante de sa conférence de presse à la question des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Cette milice, composée principalement de Hutus ayant fui le Rwanda après le génocide de 1994, constitue depuis 3 décennies l'argument central de Kigali
pour justifier ses interventions militaires en RDC. Établissons d'abord les faits historiques. Les FDLR ont été formés en 2000 par la fusion de plusieurs groupes de réfugiés rwandais, dont l'Armée pour la libération du Rwanda. Leur rang inclut effectivement d'anciens membres des forces armées rwandaises et des Interamwe impliqués dans le génocide de 1994. Cette réalité historique n'est contestée par personne. La question centrale porte sur l'évaluation actuelle de cette menace. Kagame refuse systématiquement de communiquer des chiffres sur les effectifs FDLR. Lors de la conférence de presse, un journaliste du Monde lui demande explicitement de quantifier cette menace. Kagame répond « Quand quelqu'un me pose cette question, je sais immédiatement qu'il est intéressé par l'étouffement du problème. » Cette esquive révèle un point crucial. Les estimations varient considérablement selon les sources. Les rapports des Nations Unies de 2024 évaluent les forces combattantes FDLR entre 500 et 1000 hommes opérationnels. L'Organisation de recherche internationale Crisis Group place ce chiffre entre 600 et 1200. Ces effectifs sont dispersés sur plusieurs territoires de l'Est congolais, principalement dans les zones forestières difficiles d'accès. Comparons ces chiffres à ceux que Kagame lui-même utilise pour d'autres groupes armés. Il mentionne lors de sa conférence la présence de plus de 10 000 soldats burundais déployés en RDC pour lutter contre les Allied Democratic Forces. Il évoque également les forces ougandaises stationnées dans la région de Beni. Son argument est simple. Si les ADF justifient une présence militaire étrangère massive alors qu'ils sont peu nombreux, pourquoi les FDLR ne justifieraient-ils pas la même réaction? Cette logique comporte une faille majeure. Les ADF ont été désignés comme organisation terroriste par les États-Unis en 2021 après avoir été affiliés à l'État islamique. Leurs attaques documentées contre les populations civiles en Ituri et au Nord Kivu ont provoqué des centaines de morts. Les FDLR n'ont jamais reçu cette désignation terroriste internationale malgré les demandes répétées du Rwanda. La question de la collaboration entre Kinshasa et les FDLR mérite un examen factuel rigoureux. Kagame affirme que la famille Habyarimana et d'anciens responsables du génocide ont été activement recrutés et financés par le président Tshisekedi personnellement. Je cite, « Nous suivons, nous voyons les visites, les nombreuses visites qu'ils ont rendues au gouvernement de la RDC à Kinshasa. » Cette accusation grave nécessite des preuves vérifiables. Le Rwanda n'a jamais produit de documentation photographique, de relevés bancaires ou de témoignages crédibles établissant ces rencontres. En novembre 2025, un rapport controversé publié par le média rwandais Kate Press affirmait que 16 officiers FDLR avaient été envoyés à Kinshasa en juillet 2025 pour y suivre une formation sur l'utilisation de drones militaires. Cette information provenait d'un témoignage unique d'un ex-combattant FDLR rapatrié au Rwanda. Aucune source indépendante n'a pu corroborer ces affirmations. Les rapports des experts des Nations Unies sur la RDC documentent effectivement des cas de coopération tactique entre des unités des FARDC et des éléments FDLR dans certaines zones de combat contre le M23. Cette collaboration opérationnelle limitée s'explique par la dynamique militaire. Lorsque le M23 attaque des positions gouvernementales congolaises, les FARDC acceptent l'appui de tous les groupes armés locaux opposés au M23, y compris les FDLR. Cette réalité militaire de terrain ne constitue pas une alliance stratégique gouvernementale avec les FDLR. La nuance est fondamentale. Des commandants de terrain peuvent prendre des décisions tactiques sans que celles-ci reflètent une politique d'État. Le gouvernement congolais a publiquement appelé les FDLR à se rendre à plusieurs reprises. Le 10 octobre 2025, les FARDC ont diffusé un communiqué formel ordonnant à tous les combattants FDLR de déposer les armes et de se présenter aux autorités congolaises ou à la MONUSCO pour rapatriement au Rwanda. Le président Tshisekedi a lui-même qualifié les FDLR
de forces résiduelles réduites à la criminalité lors d'une rencontre avec la diaspora congolaise au Caire le 2 novembre 2025. Cette déclaration publique contredit frontalement le récit d'une alliance stratégique entre Kinshasa et cette milice. Pourquoi alors Kagame insiste-t-il autant sur cette menace FDLR? Plusieurs analystes internationaux avancent une hypothèse qui mérite considération. Selon l'organisation Africa Faith and Justice Network, certains acteurs au Rwanda bénéficient du maintien de la menace FDLR comme justification de mesures répressives internes et d'interventions militaires externes générant des revenus via l'exploitation minière. Cette hypothèse s'appuie sur des données économiques vérifiables. Les exportations de coltan, cassitérite et or du Rwanda ont considérablement augmenté alors que le pays ne possède pas de gisements significatifs de ces minerais. Entre 2021 et 2024, les exportations officielles d'or du Rwanda sont passées de 94 millions de dollars à 2 milliards de dollars selon les statistiques du Fonds monétaire international. Cette augmentation exponentielle coïncide exactement avec l'intensification du contrôle du M23 sur les zones minières du Nord Kivu, notamment le territoire de Rubaya, produisant 15% du coltan mondial. Les sanctions imposées par l'Union européenne en 2025 visent spécifiquement la société de raffinage rwandaise Kasabo et plusieurs de ses dirigeants pour blanchiment de minerais d'origine congolaise. Ces sanctions confirment l'existence d'un circuit d'exportation de minerais extraits illégalement en RDC et transitant par le Rwanda. La menace FDLR est-elle réelle? Oui, historiquement et symboliquement pour le Rwanda. Est-elle proportionnelle au déploiement de 3500 à 6000 soldats rwandais occupant les deux principales villes de l'Est congolais? Les faits suggèrent que non. Est-elle instrumentalisée pour justifier une présence militaire aux motivations multiples, incluant le contrôle des ressources minières? Les données économiques et les rapports d'experts indépendants tendent à confirmer cette hypothèse. Le narratif des FDLR permet à Kigali de se présenter comme victime d'une menace existentielle justifiant toute action. Mais cette posture victimaire s'accompagne d'attaques directes contre les puissances occidentales, particulièrement la France. Kagame accuse ces pays d'être complices du génocide et de soutenir aujourd'hui les FDLR par leur silence. Analysons cette dimension de sa stratégie rhétorique. Maintenant, la question numéro traitant sur les propos de Macron et la réouverture de l'aéroport de Goma. Je cite Paul Kagame. « Vous savez pourquoi il y a toute une histoire sur ceux qui contrôlent l'aéroport, mais que ces autres venant d'Europe sont toujours silencieux sur les FDLR. Ces autres venant d'Europe ont fait partie de ce problème depuis l'origine de la tragédie d'il y a 31 ans que nous avons eue ici. L'accusation est frontale. Kagame désigne nommément le président français Emmanuel Macron, après que celui-ci a déclaré lors du G20 que le M23 n'avait pas fait les efforts nécessaires pour rouvrir l'aéroport de Goma. La réponse de Kagame est cinglante. Il refuse la caractérisation du M23 comme contrôlant Goma et retourne l'accusation. Pourquoi Macron ne parle-t-il jamais des FDLR? Cette stratégie d'attaque directe contre la France s'inscrit dans une longue histoire de tensions entre Paris et Kigali. La France a été accusée par le Rwanda d'avoir soutenu le régime Hutu responsable du génocide de 1994. Un rapport commandé par Paul Kagame et publié en 2017 affirmait la complicité française dans les massacres. La France a toujours contesté ces accusations. Bien qu'un rapport Duclerc, remis au président Macron en 2021, ait reconnu des responsabilités politiques françaises sans établir de complicité directe. Le cas d'Agathe Habyarimana illustre parfaitement cette tension. Veuve du président rwandais dont l'assassinat en avril 1994 a déclenché le génocide, elle vit en France depuis des décennies. Le Rwanda demande son extradition pour crime contre l'humanité. La justice française a ordonné un non-lieu dans son dossier en novembre 2025, provoquant la colère de Kigali.
Kagame utilise ce dossier comme preuve du double standard européen. Je cite, « La famille Habyarimana et les individus qui ont été actifs dans la tragédie, leurs cas sont traités comme ces puissances européennes le décident. » L'argument est puissant émotionnellement pour l'opinion rwandaise. Il permet à Kagame de positionner le Rwanda comme victime d'un système international injuste dominé par les anciennes puissances coloniales. Cette posture victimaire sert plusieurs objectifs stratégiques. Premièrement, elle détourne l'attention des violations actuelles du droit international commises par le Rwanda en RDC. Deuxièmement, elle mobilise le ressentiment post-colonial largement partagé en Afrique contre les ingérences occidentales. Troisièmement, elle disqualifie par avance toute critique européenne comme étant motivée par des arrière-pensées néocoloniales plutôt que par des préoccupations légitimes sur la situation humanitaire. Analysons factuellement les accusations de silence européen sur les FDLR. Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies mentionnent systématiquement les FDLR comme groupe devant être neutralisés. La résolution 2773 du 21 février 2025 exige explicitement le désarmement des FDLR. L'Union européenne a imposé des sanctions contre les FDLR dès 2005. Ces sanctions incluent le gel des avoirs et l'interdiction de voyage pour les dirigeants identifiés du groupe. Le silence occidental dénoncé par Kagame n'existe donc pas dans les textes officiels. Ce qui existe, en revanche, c'est une hiérarchisation des préoccupations. Les capitales européennes considèrent la présence militaire rwandaise en RDC comme la violation la plus grave du droit international dans cette crise, justifiant leur focus prioritaire sur ce point plutôt que sur les FDLR. Cette hiérarchisation repose sur une analyse juridique claire. La présence de l'armée régulière rwandaise en RDC constitue une violation directe de l'article 2 de la Charte des Nations Unies sur l'intégrité territoriale des États. Les FDLR, bien que groupe armé illégal, opèrent sans soutien étatique reconnu et ne disposent pas de capacités militaires comparables à une armée régulière. Kagame rejette cette hiérarchisation. Sa logique est différente. Tant que les FDLR existent, le Rwanda se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour sa sécurité, y compris sur le territoire congolais. Cette doctrine de la légitime défense préventive n'a aucune base en droit international. Aucun pays ne peut invoquer une menace pour occuper militairement un pays voisin de manière permanente. L'accusation contre Macron concernant l'aéroport de Goma mérite un examen technique. L'aéroport de Goma a cessé ses opérations commerciales en janvier 2025 lors de la prise de la ville par le M23. Les autorités congolaises, la MONUSCO et plusieurs pays dont la France ont réclamé sa réouverture pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Plus de 7 millions de personnes déplacées dépendent de cette aide selon les chiffres des Nations Unies. Kagame répond que l'espace aérien de l'Est congolais est fermé par décision du gouvernement congolais, rendant impossible l'exploitation de l'aéroport. Cette affirmation mélange deux réalités distinctes. Le gouvernement congolais a effectivement imposé des restrictions sur l'espace aérien pour limiter les mouvements militaires non autorisés. Ces restrictions visent précisément à empêcher les rotations d'hélicoptères et d'avions militaires rwandais ravitaillant les positions du M23. L'ouverture de l'aéroport de Goma pour des vols humanitaires sous supervision internationale ne nécessite pas la levée totale de ces restrictions. Un corridor aérien humanitaire peut être établi avec des procédures de notification et de contrôle, comme cela existe dans de nombreuses zones de conflit. Le blocage ne provient donc pas d'une impossibilité technique, mais d'une volonté politique du M23 de contrôler totalement l'accès à Goma. Kagame le reconnaît implicitement lorsqu'il déclare « Si j'étais celui qui contrôlait Goma, je dirais « Très bien, mais voici les conditions. Je ne vous le donnerai pas tant que vous ne me montrerez pas comment vous résolvez mes problèmes.
Cette déclaration confirme que l'aéroport est utilisé comme levier de négociation. La population civile assoiffée d'aide humanitaire devient otage d'un calcul politique. Les accusations contre l'Europe servent la stratégie de Kagame de se présenter comme victime d'un système international injuste. Mais au-delà de cette posture victimaire, le président rwandais développe une critique radicale de la légitimité même du président Tshisekedi. Cette attaque frontale contre la souveraineté congolaise mérite une analyse approfondie car elle révèle les véritables ambitions de Kigali. Analysons la demande sur la légitimité des élections en RDC, réponse sur les coups d'État, demande effectuée par le journaliste James de Newstime. Je cite Paul Kagame. Quand a-t-il été élu? Non. Sérieusement, vous êtes ici pour me dire quand? La première fois? La deuxième fois? La première fois, le pouvoir lui a juste été remis par son ami. Pour celle-ci, il y a eu un écran de fumée autour de l'élection. Mais les élections n'ont pas eu lieu. Cette déclaration franchit une ligne rarement traversée en diplomatie africaine. Remettre publiquement en cause la légitimité électorale d'un chef d'État voisin constitue une ingérence majeure dans les affaires intérieures d'un pays souverain. Kagame ne se contente pas d'une critique générale. Il nie explicitement la validité des élections congolaises de 2018 et 2023. Examinons les faits concernant chaque scrutin. L'élection présidentielle de décembre 2018 a effectivement été marquée par des irrégularités documentées. La Commission électorale nationale indépendante a proclamé Félix Tshisekedi vainqueur avec 38,5% des voix. L'opposant Martin Fayulu a obtenu officiellement 34,8%. Joseph Kabila, le président sortant, soutenait Emmanuel Ramazani Shadari, qui n'a recueilli que 23,8%. Des fuites provenant de la Conférence épiscopale nationale du Congo, dont les observateurs étaient présents dans 40 000 bureaux de vote, suggéraient que Martin Fayulu avait remporté l'élection avec environ 60% des suffrages. Ces données n'ont jamais été officiellement publiées par la Senko, mais ont circulé largement. Des analyses indépendantes menées par des chercheurs de l'université de Harvard à partir de données partielles ont conclu à des anomalies statistiques suggérant une manipulation des résultats. La thèse la plus répandue parmi les observateurs internationaux est celle d'un accord entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi pour écarter Martin Fayulu, considéré comme trop radical. Cet arrangement aurait permis une transition négociée du pouvoir tout en préservant les intérêts du camp Kabila via le contrôle de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'élection de décembre 2023 s'est déroulée dans un chaos organisationnel majeur. Dans plusieurs provinces, notamment à Kinshasa, des bureaux de vote ont ouvert avec des heures de retard. Des millions d'électeurs inscrits n'ont pas pu voter faute de matériel électoral disponible. La commission électorale a prolongé le scrutin d'une journée dans certaines zones, créant une confusion juridique sur la validité du processus. Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur au premier tour avec 73,4% des voix, selon les résultats officiels. Ce score écrasant dans un pays où l'opposition reste fragmentée mais active a suscité des interrogations. Les missions d'observation électorale, y compris celles de l'Union africaine et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, ont émis des réserves sur la transparence du processus, tout en validant globalement les résultats. Ces faits établissent que les critiques sur la régularité des scrutins congolais ne sont pas dénuées de fondement. Kagame exploite ses faiblesses avérées pour construire un argument plus radical. Si Tshisekedi n'est pas légitimement élu, il n'a pas l'autorité pour négocier avec le Rwanda ou pour représenter le Congo. Cette logique comporte une faille majeure de principe. La reconnaissance internationale d'un chef d'État ne dépend pas de l'évaluation subjective de la qualité du processus électoral par d'autres dirigeants. Félix Tshisekedi a été investi président de la République
conformément aux procédures constitutionnelles congolaises. Il a été reconnu comme tel par l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et les États-Unis. Si Paul Kagame était sincèrement préoccupé par la démocratie électorale, cette préoccupation devrait s'étendre à sa propre situation. Kagame a été réélu en juillet 2024 avec 99,18% des voix selon les résultats officiels rwandais. Ce score nord-coréen, dans un pays décrit comme une démocratie multipartite, soulève des questions évidentes sur la liberté du processus électoral. Les organisations de défense des droits humains documentent systématiquement au Rwanda la répression de l'opposition politique, le harcèlement judiciaire des candidats potentiels et le contrôle strict des médias. L'opposant Paul Rusesabagina, rendu célèbre par le film Hôtel Rwanda, a été enlevé à Dubaï, ramené de force au Rwanda et condamné à 25 ans de prison en 2021 avant d'être gracié sous pression internationale en 2023. Kagame n'a donc aucune légitimité morale pour contester la validité des élections congolaises. Son attaque contre Tshisekedi vise un objectif stratégique différent: préparer l'opinion publique rwandaise et internationale à l'idée que le Rwanda pourrait avoir à négocier avec d'autres interlocuteurs congolais que le gouvernement de Kinshasa. Cette stratégie explique les références répétées de Kagame à l'Alliance Fleuve Congo et au M23 comme représentant des revendications légitimes de populations congolaises discriminées. En contestant la légitimité de Tshisekedi, Kagame élève le statut du M23 au rang d'acteur politique équivalent au gouvernement central. Cette équivalence n'a aucune base légale. Le M23 est un mouvement rebelle armé soutenu par une puissance étrangère. Il ne représente pas les populations tutsi congolaises dans leur ensemble, dont beaucoup ont fui les zones contrôlées par le M23 en raison des exactions documentées par les organisations humanitaires. Élever ce groupe au statut d'interlocuteur politique légitime reviendrait à récompenser la rébellion armée et à créer un précédent catastrophique pour toute la région. L'attaque contre la légitimité de Tshisekedi révèle l'ambition réelle de Kagame, une restructuration profonde de l'Est congolais, soit via une autonomie régionale, soit via un changement de régime à Kinshasa favorable aux intérêts rwandais. Les deux scénarios violent la souveraineté congolaise. Les deux scénarios expliquent pourquoi le Rwanda maintient son occupation militaire malgré les engagements de Washington. La contestation de la légitimité de Tshisekedi s'inscrit dans une vision plus large, celle d'un Rwanda comme puissance régionale ayant le droit et la capacité d'intervenir dans les pays voisins pour protéger ses intérêts. Kagame développe cette vision en évoquant le lobbying congolais contre les sponsors du Rwanda comme Arsenal Football Club. Cette section apparemment anecdotique révèle en réalité la profondeur du conflit entre les deux pays. L'analyse suivante portera sur le lobbying de la RDC contre le partenariat Arsenal, question posée par Sam Karen. Je cite Paul Kagame. Vous vous souvenez que la RDC est allée au Royaume-Uni et s'est plainte à plusieurs reprises de notre partenariat avec Arsenal, disant « Non, vous ne pouvez pas faire ça avec ce pays ». Quand cela a échoué, ils ont commencé à chercher des clubs avec lesquels nouer un partenariat. Cette anecdote sur les sponsorings sportifs pourrait sembler secondaire dans un conflit ayant provoqué des millions de déplacés. Kagame l'utilise pourtant longuement, révélant l'importance qu'il accorde à la bataille des perceptions internationales. Le partenariat Visit Rwanda avec Arsenal Football Club a débuté en 2018 pour un montant annuel estimé entre 30 et 40 millions de livres sterling. Ce contrat faisait apparaître le logo Visit Rwanda sur les manches des maillots d'Arsenal, offrant une visibilité massive lors des matchs de Première Ligue diffusés dans 212 pays. Le Rwanda
pays de 13 millions d'habitants avec un PIB de 14 milliards de dollars, investissait ainsi des sommes considérables pour améliorer son image internationale. Des parlementaires britanniques avaient critiqué ce sponsoring dès 2018, soulignant l'absurdité pour un pays recevant 73 millions de livres d'aide britannique annuelle de dépenser 30 millions pour sponsoriser un club de football londonien. Le député travailliste Rupa Huk avait qualifié cette dépense de sportswashing, tentative de blanchir une réputation ternie par des violations des droits humains via des investissements sportifs. La RDC a effectivement tenté de faire pression sur Arsenal et d'autres partenaires sportifs du Rwanda. En février 2025, le ministre congolais des Affaires étrangères a écrit aux autorités britanniques pour demander l'arrêt du contrat Arsenal, arguant que l'argent investi provenait du pillage des minerais congolais. Cette lettre accompagnait une campagne diplomatique congolaise visant à isoler internationalement le Rwanda. Le contrat avec Arsenal s'est terminé en mai 2025 sans renouvellement. Kagame attribue cette non-reconduction au lobbying congolais. La réalité est plus nuancée. Arsenal avait déjà réduit la visibilité du sponsoring Visit Rwanda en 2024, ne l'affichant plus que sur les maillots féminins. Les critiques sur le sportswashing et les sanctions européennes contre le Rwanda pour le conflit congolais ont créé un environnement réputationnel difficile pour Arsenal, club soucieux de son image. La RDC a effectivement signé un contrat de sponsoring avec l'AS Monaco en septembre 2025 pour promouvoir la marque Visit Congo. Le montant de ce contrat n'a pas été divulgué, mais des sources proches du dossier l'estiment entre 5 et 8 millions d'euros annuels, bien inférieur au contrat rwandais avec Arsenal. Monaco évolue en Ligue 1 française, compétition de moindre exposition internationale que la Première Ligue. Kagame présente ce développement comme preuve de l'hypocrisie congolaise. Critiquer le sponsoring rwandais puis en adopter un similaire. Cette lecture ignore une différence fondamentale. La RDC ne finance pas ce contrat via le pillage des ressources d'un pays voisin. Les minerais utilisés pour financer Visit Congo proviennent du territoire congolais, exploités légalement ou illégalement par des acteurs internes. Le Rwanda finance Visit Rwanda en partie grâce aux revenus de minerais extraits en RDC puis exportés via le Rwanda, selon les rapports d'experts des Nations Unies. Cette bataille des sponsorings sportifs illustre une réalité plus profonde. La guerre entre Kinshasa et Kigali se joue aussi sur le terrain de la communication internationale. Le Rwanda a construit depuis 25 ans une image de success story africaine. Pays stable, propre, sûr, bien géré, favorable aux investissements. Cette image attire des conférences internationales, des entreprises technologiques, des touristes fortunés. La RDC tente de déconstruire cette image en exposant les sources illégales de la prospérité rwandaise. Kinshasa multiplie les dossiers documentés sur les circuits de minerais de sang transitant par le Rwanda. Le gouvernement congolais a commandité des études universitaires, facilité le travail de journalistes d'investigation, produit des cartes détaillées des routes d'exploitation minière contrôlées par le M23. Cette stratégie porte ses fruits lentement. Les sanctions européennes de 2025 contre la société Kassabo et ses dirigeants marquent une première reconnaissance officielle du blanchiment de minerais congolais par le Rwanda. Le Parlement européen a adopté en octobre 2025 une résolution demandant des sanctions contre les responsables rwandais impliqués dans le soutien au M23. Kagame ressent cette pression croissante. Son insistance lors de la conférence de presse sur le lobbying congolais révèle une inquiétude sur l'efficacité de cette campagne diplomatique. Le Rwanda ne peut plus compter sur un soutien occidental inconditionnel comme durant les années 2000 à 2015. Les capitales européennes et Washington maintiennent des relations avec Kigali, mais avec une distance critique croissante.
Cette évolution explique pourquoi Kagame durcit simultanément son discours contre l'Occident. En accusant la France et l'Europe de complicité historique avec le génocide et de double standard actuel, il prépare l'opinion rwandaise à un possible pivot géopolitique vers d'autres partenaires. Le Rwanda a renforcé ses liens avec la Russie et la Chine ces dernières années, diversifiant ses alliances. La bataille des perceptions internationales s'inscrit dans un affrontement plus large sur la nature même du conflit. Kagame présente systématiquement le Rwanda comme victime réagissant légitimement à des menaces existentielles. Examinons maintenant comment cette posture victimaire structure l'ensemble de sa stratégie rhétorique et quelles en sont les implications pour la recherche d'une paix durable. Je cite Paul Kagame, « Je ne peux demander la paix à personne comme une faveur qu'il me ferait. Si vous ne me donnez pas mon droit, alors cela signifie un combat, nous nous battrons, sans aucun doute. » Cette déclaration résume parfaitement la posture adoptée par Kagame tout au long de sa conférence de presse. Le Rwanda se présente comme victime historique du génocide, victime actuelle de la menace FDLR, victime du silence occidental, victime du lobbying congolais. Cette accumulation de victimisation construit une légitimité morale permettant de justifier toute action, y compris l'occupation militaire d'un pays voisin. La dialectique victimaire fonctionne selon une logique imparable. Premièrement, établir une souffrance historique incontestable. Le génocide de 1994 ayant coûté la vie à 800 000 à 1 million de Tutsis et Hutus modérés. Deuxièmement, lier cette souffrance passée à une menace présente, les FDLR composés de génocidaires réfugiés en RDC. Troisièmement, présenter toute action comme légitime défense face à cette menace existentielle. Quatrièmement, disqualifier toute critique comme insensibilité à la souffrance rwandaise ou complicité avec les génocidaires. Ce mécanisme rhétorique est extrêmement puissant car il mobilise des émotions légitimes. Le génocide rwandais constitue effectivement l'une des plus grandes tragédies du XXe siècle. La communauté internationale, et particulièrement la France, porte une responsabilité dans son échec à prévenir et arrêter les massacres. Cette culpabilité historique rend difficile toute critique du Rwanda actuel sans être accusé de minimiser le génocide ou de manquer de compassion envers ses victimes. Kagame exploite magistralement cette culpabilité. Chaque fois qu'un pays occidental critique l'intervention rwandaise en RDC, la réponse de Kigali ramène systématiquement la discussion au génocide et au rôle des puissances occidentales à l'époque. Cette technique de déflexion empêche une discussion factuelle sur les violations actuelles du droit international. La posture victimaire comporte pourtant une contradiction fondamentale. Comment concilier l'image d'un Rwanda victime vulnérable avec la réalité d'un Rwanda puissance militaire régionale capable de projeter 3500 à 6000 soldats en territoire étranger, de maintenir une rébellion armée équipée d'armements lourds, de contrôler des zones minières stratégiques et d'influencer les dynamiques politiques de pays voisins comme la RDC et le Burundi. Cette contradiction n'échappe pas aux observateurs avertis. Le Rwanda de 2025 n'est plus le Rwanda de 1994. L'armée rwandaise, les Rwanda Defense Force, compte officiellement 33 000 soldats actifs selon les estimations du Military Balance 2024, auxquels s'ajoutent 300 000 réservistes. C'est l'une des armées les mieux entraînées et équipées d'Afrique de l'Est. Le Rwanda a déployé des troupes en République centrafricaine et au Mozambique dans le cadre de missions de maintien de la paix ou de lutte antiterroriste, démontrant sa capacité de projection. Le PIB rwandais a été multiplié par 6 depuis 2000, atteignant 14 milliards de dollars en 2024. La croissance économique moyenne de 7,2% annuelle sur 2 décennies a transformé le pays. Kigali est devenue une capitale moderne, propre,
sûr, attirant conférences internationales et investisseurs. Le Rwanda se positionne comme hub technologique africain avec des investissements massifs dans la fibre optique et les drones. Comment un pays aussi dynamique peut-il simultanément se présenter comme victime menacée dans son existence par une milice de 500 à 1000 combattants cachés dans les forêts congolaises? Cette incohérence révèle l'instrumentalisation de la posture victimaire à des fins géopolitiques. La déclaration de Kagame sur le combat inévitable mérite une attention particulière. Je cite à nouveau. Si vous ne me donnez pas mon droit, alors cela signifie un combat. Nous nous battrons sans aucun doute. Cette formulation présente la guerre comme conséquence inévitable du refus de l'autre de satisfaire les exigences rwandaises. La responsabilité du conflit est ainsi transférée sur ceux qui refusent les demandes plutôt que sur celui qui déclenche les hostilités. Cette logique justifie par avance toute escalade militaire. Si le Rwanda intensifie son intervention en RDC, ce sera présenté comme résultat du refus congolais de neutraliser les FDLR. Si le M23 s'empare de nouvelles villes, ce sera attribué à l'obstination de Kinshasa. La responsabilité de Kigali dans le déclenchement et la poursuite du conflit disparaît derrière l'accusation contre la RDC de ne pas satisfaire les exigences sécuritaires rwandaises. Les droits dont parle Kagame ne sont jamais précisément définis. Quel est exactement ce droit que le Rwanda réclame? Le droit de sécuriser sa frontière orientale? Ce droit existe et peut être exercé sur le territoire rwandais via des mesures de surveillance et de contrôle frontalier. Le droit de neutraliser les FDLR? Ce droit n'existe pas en droit international. Aucun pays ne peut militairement intervenir dans un pays voisin pour y neutraliser un groupe armé. Le droit que Kagame réclame implicitement est celui de redessiner la géopolitique de l'Est congolais selon les intérêts rwandais. Ce droit-là n'existe dans aucun traité, aucune convention, aucun usage international. C'est le droit du plus fort, la loi de la jungle, que les institutions internationales ont été créées pour justement empêcher. La posture victimaire du Rwanda contraste radicalement avec la situation vécue par les populations civiles congolaises de l'Est. Les 7 millions de déplacés internes, documentés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, sont les vraies victimes de ce conflit. Les femmes violées systématiquement lors des offensives militaires sont les vraies victimes. Les enfants recrutés de force par les groupes armés sont les vraies victimes. Les familles fuyant les bombardements sont les vraies victimes. Kagame ne mentionne jamais ces victimes congolaises dans sa conférence de presse. Leur souffrance n'apparaît que comme élément de la campagne de propagande occidentale contre le Rwanda. Je cite, « Parler de crise humanitaire, oui, il y a de la souffrance, mais en réalité, il semble qu'il y avait plus de souffrance avant la crise actuelle. » Cette minimisation cynique de la plus grande crise humanitaire africaine actuelle révèle l'absence totale d'empathie pour les populations civiles congolaises. La posture victimaire de Kagame sert donc à inverser la réalité. Le Rwanda agresseur devient Rwanda victime. La RDC victime devient RDC obstiné, refusant de répondre aux demandes légitimes de son voisin. Les civils congolais victimes disparaissent du narratif ou deviennent dommages collatéraux d'une guerre juste menée par le Rwanda pour sa survie. Nous arrivons au terme de cette plongée dans la pensée stratégique de Paul Kagame, telle qu'exprimée le 27 novembre 2025. Les 6 sections de cette investigation ont systématiquement confronté les affirmations du président rwandais aux faits vérifiables. Le constat est sans appel. Le discours de Kagame repose sur une construction rhétorique sophistiquée visant à justifier l'injustifiable. L'occupation militaire rwandaise du Nord Kivu et du Sud Kivu ne répond pas à une menace existentielle des FDLR. Elle vise des objectifs géopolitiques et économiques précis, contrôle des zones minières stratégiques, restructuration de l'Est congolais selon les intérêts rwandais, affaiblissement du gouvernement central congolais, création d'une zone tampon
ou d'une entité autonome favorable à Kigali. Les engagements de Washington du 27 juin 2025 n'ont pas été respectés par le Rwanda. Le délai de 90 jours pour le retrait des forces rwandaises a expiré sans qu'un seul soldat ne quitte le territoire congolais. Kagame accuse Kinshasa de bloquer le processus, alors que la RDC a rempli ses engagements en appelant publiquement les FDLR à se rendre. La menace FDLR est réelle historiquement, mais ne justifie pas le déploiement de milliers de soldats rwandais occupant les capitales provinciales congolaises. Les effectifs FDLR, estimés entre 500 et 1000 combattants, ne constituent pas une menace existentielle pour un pays comme le Rwanda, disposant d'une armée de 33 000 soldats actifs et de capacités militaires régionales avérées. Les accusations contre l'Europe, et particulièrement la France, relèvent de la stratégie de diversion. Elles visent à détourner l'attention des violations actuelles du droit international commises par le Rwanda, en mobilisant le ressentiment post-colonial et la culpabilité occidentale liée au génocide de 1994. La contestation de la légitimité du président Tshisekedi constitue une ingérence majeure dans les affaires intérieures congolaises. Elle vise à préparer l'opinion à l'idée que le Rwanda pourrait négocier avec d'autres interlocuteurs que le gouvernement légitime de Kinshasa, élevant le M23 au statut d'acteur politique équivalent. La posture victimaire adoptée par Kagame sert à inverser la réalité en présentant le Rwanda agresseur comme Rwanda victime légitime défendant ses droits fondamentaux. Cette construction rhétorique occulte totalement la souffrance des 7 millions de déplacés congolais et des populations civiles victimes des violences. L'enjeu réel de cette crise n'est pas la neutralisation des FDLR, c'est la remise en cause de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par une puissance régionale cherchant à étendre son influence et contrôler des ressources stratégiques. Le Rwanda de Paul Kagame applique dans les faits une doctrine expansionniste habillée dans le langage de la légitime défense. Cette doctrine constitue une menace pour l'ensemble de la région des Grands Lacs. Si l'occupation militaire rwandaise de l'Est congolais est acceptée comme fait accompli par la communauté internationale, un précédent catastrophique sera établi. Tout pays pourra invoquer une menace sécuritaire, réelle ou fantasmée, pour justifier l'intervention militaire chez ses voisins. La paix dans l'Est de la RDC n'est pas impossible. Elle est refusée par un acteur qui bénéficie économiquement et géopolitiquement du maintien du conflit. Tant que le Rwanda pourra exporter des minerais extraits en RDC pour 2 milliards de dollars annuels, tant qu'il pourra maintenir une influence décisive sur la géopolitique congolaise, tant qu'il ne subira pas de coûts réels pour ses violations du droit international, la paix restera hors de portée. La question qui se pose maintenant au gouvernement congolais et à la communauté internationale n'est plus de savoir si le Rwanda viole le droit international. Les preuves sont accablantes et documentées par les Nations Unies, l'Union africaine, des ONG internationales et des médias indépendants. La question est de savoir quelles conséquences seront imposées à cette violation. Les sanctions européennes de 2025 constituent un premier pas insuffisant. Elles ciblent des entreprises et des individus, mais épargnent l'État rwandais et ses dirigeants. Des sanctions ciblées contre les responsables politiques et militaires rwandais impliqués dans le soutien au M23, incluant des interdictions de voyage et des gels d'avoirs, enverraient un signal politique fort. La suspension de l'aide au développement au Rwanda, conditionnée au respect de l'intégrité territoriale congolaise, constituerait une mesure plus dissuasive. Le Rwanda reçoit annuellement plus de 1 milliard de dollars d'aide internationale. Une partie de cette aide finance indirectement la machine militaire rwandaise via la fongibilité budgétaire. La saisine de la Cour internationale de justice par la RDC pour violation de sa souveraineté territoriale permettrait d'établir juridiquement la responsabilité rwandaise. Un arrêt de la CIJ, même non contraignant,
créerait une base légale internationale pour des mesures punitives ultérieures. Mais au-delà des sanctions et des poursuites judiciaires, une solution durable nécessite une révision fondamentale de l'approche régionale. Le problème des FDLR doit être résolu définitivement par un processus crédible de démobilisation, désarmement et réintégration sous supervision internationale. La RDC doit assumer cette responsabilité avec l'appui de partenaires régionaux et internationaux. Les griefs légitimes des populations tutsis congolaises concernant leur citoyenneté et leur sécurité doivent être adressés par le gouvernement congolais dans un cadre de dialogue national inclusif. Ces populations ne doivent pas servir d'otages ou de prétexte aux ambitions géopolitiques rwandaises. La militarisation de l'Est congolais doit cesser via un processus de retrait simultané de toutes les forces étrangères, rwandaises, burundaises, ougandaises. Seule une force internationale crédible, possiblement africaine, sous mandat onusien, peut garantir la transition sécuritaire. Ces mesures exigent une volonté politique que la communauté internationale n'a pas manifestée jusqu'à présent. Le Rwanda a été traité avec indulgence pendant 3 décennies en raison de la culpabilité occidentale liée au génocide. Cette période de grâce doit prendre fin si l'on veut éviter la désintégration de facto de l'Est de la République démocratique du Congo. La conférence de presse de Paul Kagame du 27 novembre 2025 n'était pas un exercice de transparence diplomatique. C'était une démonstration de puissance. Le message envoyé était clair. Le Rwanda fera ce qu'il juge nécessaire pour ses intérêts. Les règles internationales ne s'appliquent pas. Les critiques occidentales sont disqualifiées par leur complicité historique. Le gouvernement congolais n'a aucune légitimité. Ce message pose une question fondamentale pour l'avenir de l'Afrique centrale. Accepterons-nous que la loi du plus fort remplace l'ordre international? Accepterons-nous qu'un petit pays de 13 millions d'habitants dicte sa volonté à un pays de 100 millions d'habitants? Accepterons-nous que des millions de civils continuent à souffrir pour préserver les intérêts économiques et géopolitiques d'une élite militaire? Voilà qui clôt cette édition spéciale d'Inside News Review consacrée à la pensée stratégique de Paul Kagame. Nous espérons que cette investigation approfondie vous a permis de comprendre les ressorts rhétoriques et les ambitions réelles du Rwanda dans la crise de l'Est congolais. La paix ne viendra pas de la naïveté, mais de la lucidité sur les intentions réelles de chaque acteur. Nous vous invitons à visionner nos autres émissions sur la chaîne Inside News Review pour continuer à décrypter l'actualité complexe de notre pays. N'hésitez pas à partager cette investigation, à commenter et à nous faire part de vos réflexions. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. Bonne soirée et restez vigilants.